Bon, donc sur l'indico, il y a juste un lien. Donc on clique le lien, ce qui nous amène sur un dépôt GitLab où il y a tout ce qu'il faut, notamment un README que je vais vous détailler un petit peu. D'ores et déjà, si vous avez déjà une installation prête et l'endroit où vous allez bosser, vous pouvez aller choper l'adresse HTTP et puis cloner le dépôt, ce qui vous permettra de récupérer énoncé et exercice. Et donc, dans le README, alors il faut peut-être que je mette en plus gros, peut-être. Oh, carrément, voilà. Voir en plein écran. Donc, j'ai mis au début du README quelques liens utiles. C'est pas pour lire la doc, hein, c'est si jamais un moment vous êtes en panique, c'est là qu'il faut aller après, une fois que ça marche pas naturellement. Général ressources, c'est cycle.tech. Donc ça, c'est un endroit où il y a plein de ressources diverses et variées, dont le Freebook Data Parallel C++, qui date du moment où Cycle 2020 est sorti, qui est assez intéressant, bon, un peu verbeux parfois, mais bon, c'est un peu la ressource. Alors c'est fait par les gens d'Intel, donc c'est assez orienté implémentation Intel, mais normalement, en gros, c'est du Cycle 2020. J'ai le bouquin s'il y en a qui veulent le feuilleter, mais sinon, il est gratuit en ligne, hein. Entre autres choses, donc qu'on trouve sur ce site. Ensuite, je vous ai mis il y a quoi comme lien? Cheat sheet. Alors moi, j'ai pas trouvé d'équivalent de CPP reference encore pour SQL, malheureusement. Ça existe peut-être, hein. Si vous en trouvez un, je suis très preneur de l'adresse. Mais le cheat sheet, enfin que j'ai appelé comme ça, c'est ce truc-là qui contient quand même, et que c'est imprimable aussi, hein, si vous aimez le papier. Mais sinon, ça écrit très petit, faut ses lunettes, et ça décrit toutes les classes qui constituent l'interface SQL, avec toutes les méthodes et les signatures, et zéro documentation, si ce n'est des fois un tout petit commentaire. Là, voilà, c'est le niveau de doc que vous avez, c'est à peu près ça. Sinon, il y a le bouquin. Et si vous trouvez autre chose, ça m'intéresse. Il y a la spec, j'ai mis la spec, voilà. Alors pour ceux qui aiment lire des specs, il y a la spec. La spec en HTML, en KTeX, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas le latex spécial de Pierre, c'est encore un autre celui-là. Et puis en PDF si vous voulez. En gros, KTech, si c'est ce que je crois, c'est du Markdown avec des équations. Ah, c'est bien ça. Donc voilà, il y a la spec, il y a plein de trucs dedans. Moi j'ai du mal à y retrouver mes petits, mais bon, ça fait une référence. Donc j'ai mis le lien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, un petit peu de pub en passant pour le workshop international sur OpenCL et SQL, qui est en Europe, je crois, en général. Il me semble que tous les ans, à chaque fois que ça s'est passé, c'était en Europe. Donc, le dernier, c'était en avril dernier, avec sûrement plein de talks en ligne intéressants. Ensuite, je vous ai mis un peu de liens qui sont plus spécifiques. Alors, ça, c'est l'annonce que Ipsycle, donc l'implémentation de la fac de je sais plus où, une fac allemande, je crois. Ils ont choisi de le renommer OpenSQL, et donc ça veut dire qu'ils continuent de bosser dessus, ce qui est une bonne nouvelle. Ça fait au moins un concurrent à Intel sur ce rayon. Ça, c'est le lien vers quoi? Vers le bouquin que je viens de vous montrer, peut-être. Oui, c'est ça. À nouveau, c'est le bouquin qu'on peut acheter ou récupérer en PDF gratuitement. Intel Dev Cloud. Donc ça, c'est une des solutions si vous n'avez pas réussi à installer. Ça s'installe bien normalement, hein, OneAPI sur une machine Linux. Dans les autres cas, je ne sais pas. Mais sinon, vous pouvez ici demander un free access sur le cloud d'Intel. Ça répond assez vite, et en gros, ça vous donne un compte. Vous pouvez vous connecter et vous pouvez lancer des jobs. Alors, après, il faut faire du lancement de jobs, mais vous pouvez lancer des jobs sur des machines d'Intel. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, et ça marchait très bien. Le seul truc, c'est que voilà, les seules ressources que vous avez, c'est CPU Intel, Integrated GPU Intel et FPGA si vous avez envie de vous risquer sur ce terrain-là. Moi, je vais essayer, mais
pas aujourd'hui, parce que je m'attends à des surprises quand même. Et donc, si vous voulez installer, travailler sur votre machine, là, c'est un lien vers les plugins que fournit CodePlay. Si vous avez une machine NVIDIA ou une machine AMD, bon bah Intel a acheté la boîte CodePlay et CodePlay a bossé pour faire des plugins dans OneAPI qui permettent de faire du CUDA ou de faire de l'AMD. J'ai réussi à installer ça très facilement en fait sur ma machine et depuis je peux faire tourner sur ma carte CUDA et ça marche très bien. Alors il faut installer OneAPI, après il faut installer CUDA. Si vous faites ça via Docker, il faut installer la même version de CUDA que vous avez sur votre machine en haut dessous, pour que ça discute bien. Et puis vous installez le plugin CodePlay, ça prend 3 secondes. C'est plutôt ce qui précède qui est long, et ça marche. Pour Nvidia, AMD, j'ai pas essayé. AMD, on parle de carte graphique, je pense, hein. Je pense pas qu'on parle de processeur AMD, hein. Il y avait une Intel potentielle pour CPU il y a longtemps, mais à ma connaissance, elle n'est pas très maintenue. Et vu la qualité générale du code produit par AMD, je mettrai en doute le fait qu'elle marche encore. Alors, j'anticipe, mais je fais la liaison sur le fait que grâce à l'aide de gens, on a réussi à faire tourner, à faire une image sur le Jupyter Hub de Must. Il y a une des images disponibles, il y en a une qui est apparue pour faire du OneAPI. Et aux surprises, j'ai découvert que c'était des processeurs AMD sur le Kubernetes de Must. Oui, tous les derniers processeurs qu'on a achetés sont des processeurs AMD, Alors je effectivement. me suis dit super, je vais pouvoir benchmarker, je vais pouvoir faire tourner mes benchmarks sur processeur AMD pour comparer avec Intel, etc., voir comment ça se comporte. Pas de chance. Quand j'ai lancé le truc, ça m'a dit le device, c'est une puce AMD machin avec 16 cœurs. Putain, je me suis dit, waouh, 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 ça va déménager. Alors en fait, a priori, le système de Kubernetes limite chaque utilisateur à 4 cœurs max, déjà, donc on divise déjà par 4. Et en plus, visiblement, en fait, ils sont partagés avec tout un tas de gens dans Kubernetes. Donc mon benchmark il rame à fond, donc ça avance pas vite. Donc vous pouvez utiliser l'image Jupyter Cloud, etc., mais pas pour vous donner une idée des perfs ou juste pour vérifier que votre code SQL il marche et qu'il tourne sur sur une puce AMD. D'ailleurs ça je l'ai validé hein. Via l'installation OneAPI, les exemples marchent sur une puce AMD sans problème. Par contre, comme c'est sur Kubernetes, là, dans le Jupyter Cloud, vous avez droit, je crois qu'il m'avait calculé ça, Jean, j'avais en gros 4 cœurs et 6% de chaque cœur. Donc ça avance pas très très vite. Mais en tout cas, ça permet de tester que fonctionnellement, c'est OK. Donc le même code que je vous mets dans les exemples et que je vous donnerai les solutions plus tard, il tourne sur ma puce Intel, sur l'integrated GPU, sur ma carte Nvidia, sur les puces AMD du cloud. Youpi. Alors si jamais aussi vous utilisez le Jupyter Hub, faut corriger les makefiles où j'ai demandé la compilation des noyaux pour CUDA. Donc évidemment, quand on est sur le cloud, quand il essaye de faire du CUDA qui n'est pas installé, il comprend pas. Donc il faut aller faire un peu de nettoyage dans les options -fsql de vos makefiles. Mais c'est assez facile, ça marche. Donc si c'est votre seule option, que vous voulez pas faire un compte sur l'Intel Dev Cloud ou vous n'avez pas installé sur votre machine ou vous n'avez pas de Docker sur votre machine parce que j'ai aussi des images à disposition. Donc si vous finissez sur le cloud, enfin sur Jupyter de Must, ça marche bien, hein. Mais c'est moins rapide qu'ailleurs, donc c'est pour ça que je le mettrais plutôt en dernière option. Qu'est-ce que j'ai comme lien? La SQL Academy, j'ai commencé à regarder, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça m'a l'air très très bien. Donc ça c'est fait par CodePlay et là-dedans vous avez Listen Materials, une petite collection sympathique de PDF sur tout un tas de thèmes sur SQL. Et bon, alors c'est du télégraphique, hein, c'est des slides, mais c'est plutôt bien fait. Ça se lit plus vite que le bouquin ou que de chercher dans la spec. Donc c'est une bonne ressource à mon avis. Et quelques liens vers Must, l'intro, la doc, tout ça. Donc pour le tuto en question, il faut que vous ayez une machine quelque part avec OneAPI parce que les CMake files que je produis
que je fournis, c'est pour OneAPI. Sinon, bon, bah, si vous avez installé une autre implémentation SQL, ça sera à vous de gérer les makefiles. Pourquoi pas. Le truc clé en main, c'est pour OneAPI. Et puis donc, si vous avez du matériel CUDA, il faut installer aussi les plugins de CodePlay pour que ça marche avec ça. Et je suppose dans les requirements que tout est en bash. Si jamais vous avez Docker, vous voulez essayer une image, vous avez celle-là. Tiens, je sais pas si c'est la dernière version. Je vais faire un reload. Parce que normalement, j'avais une autre image. Bon, c'est pas grave. J'ai pas dû faire push. Donc ça, c'est une image officielle produite par Intel pour faire du OneAPI sur votre bécane si vous avez Docker. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Bah, faut faire gaffe quand vous lancez, vous faites votre Docker run. Si vous avez un peu l'habitude, là, il y a des options magiques, genre device égale dev DRI. A priori, on en a besoin. Me demandez pas pourquoi. On peut avoir besoin d'un network host, d'un privilege. Bon, moi, je mets tout et ça passe. Je ne sais pas exactement quelle option est indispensable pour quelle fonctionnalité, mais bon, faut ouvrir le parapluie large et ça passe sans souci. Donc, première étape du TP, on se fera des breaks de temps en temps, je ferai des commentaires, c'est de faire tourner votre premier programme SQL. Donc, où que vous travaillez, alors là, l'exemple, c'est sur le cloud, vous faites un git clone donc de l'adresse que je vous ai donnée au départ, ou dont je suis en train de lire le README. Vous vous déplacez dans un répertoire qui s'appelle Square Buffers. Et l'idée là, c'est juste de prendre un petit vecteur et de mettre les éléments au carré. Un programme minimaliste qu'on va regarder un petit peu. Les commandes QSUB, ça c'est les commandes si on veut lancer donc si on est sur le cloud d'Intel et qu'on doit faire du QSUB parce qu'on est sur un frontal et il faut soumettre les jobs. Sinon, vous faites directement sur votre machine, vous faites directement CMake, make, run, enfin des scripts correspondants qui s'appellent BASH maintenant, pas SH, j'ai oublié de mettre à jour. Ça vous fera le CMake, le make, ça vous exécutera la commande. On va aller regarder un petit peu la tête que ça a. Il faut que j'aille au bon endroit, là c'est mieux. Donc on est dans Square Buffers. La CMake list, ça dit pas grand-chose. Là, ça donne juste le nom du projet. Après, le vrai CMake list, il est dans SRC. Là, j'ai repris une structure d'un truc qui marchait. Hein. J'ai pas cherché à jouer avec CMake. C'est un sport que je n'aime pas. Et donc, non, je voulais vous montrer dans le CMake list. Tiens, c'est ici. Alors, c'est ici qu'on dit qu'on veut faire du SQL dans les options de compile et de link. Et c'est là aussi qu'on dit qu'on veut faire de l'Intel et de l'NVIDIA éventuellement. Donc, si jamais vous êtes sur une config, une machine où il n'y a pas de carte CUDA et que CUDA n'est pas installé, il faut aller effacer cette partie-là parce qu'il va essayer, quand vous ferez votre compilation du code, il va d'abord faire la passe compilateur haute, puis ensuite il va essayer de générer les noyaux. Et au moment de générer un noyau CUDA, il va dire je comprends pas, j'y arrive pas. Bon, ça, j'ai mis du temps à trouver l'option. Hein. Au départ, vous mettez CUDA, vous mettez le plugin CodePlay, vous compilez, vous exécutez, content, et puis là, ça crache, on ne comprend pas pourquoi. Bon, en fait, il faut dire explicitement au compilo, prépare-moi une version du noyau pour CUDA. Et sinon, on va essayer de regarder un petit peu l'exemple de code. Est-ce que je peux pas avoir un truc plus grand? Bon, c'est pas terrible, mais tant pis. Donc, code SQL ultra classique. Un seul header file qui fera tout le boulot. Là, je mets ma taille de tableau. Vous pourrez jouer avec des tableaux plus grands, évidemment. Pour faciliter l'écriture, c'est pas une super bonne pratique, mais je fais un using namespace CL SQL. Ça va rajouter ça devant tous les mots-clés, les queues, etc. Bon, ça permet d'avoir des exemples plus simples, hein, mais bon, d'une manière générale, le using namespace, c'est pas super. Mais là, ça permet de simplifier un peu pour les démos. Donc, première étape, je crée une queue. Donc, la queue va se connecter à un device. Et comme je lui ai donné aucun argument, il va choisir tout seul.
Faut avoir en tête que voilà, l'esprit de Sickle, c'est j'ai un code, je veux le tourner n'importe où, bon ben je le lance sur une machine, il découvre l'état de la machine et il essaye de faire au mieux avec. Donc la queue sans argument, elle essaye de choisir le meilleur matériel disponible pour que le calcul aille le plus vite possible. Et pour ça, elle s'appuie sur un sélecteur qui va regarder c'est quoi les devices et qui pour chaque device va attribuer une note qui dit à quel point il est bon et ensuite il prend celui qui a la meilleure note. Et alors, surprise, là, donc là, Intel est un peu de mauvaise foi parce que moi, quand il met des notes sur mon matériel à moi, quand il tombe sur la carte CUDA, mauvaise note. Alors que c'est évidemment, évidemment le device le plus costaud, mais non, c'est pas, il choisit pas celui-là. Là, j'ai fait un petit affichage. Une fois que je récupère le device qui a été choisi par la queue, et je demande l'information. Comme information, je peux demander plein de trucs, hein. C'est-à-dire, vous pouvez faire du code, vous pouvez inspecter le device qui vous est donné et faire un code qui s'adapte. C'est du GPU, c'est du CPU. Si vous avez envie de faire un code avec plein de if qui fait plein de cas différents, il y a plein d'infos disponibles. Bon, moi là, je récupère juste le nom pour l'afficher, pour savoir sur quoi je suis en train de tourner. Ensuite, je préfère mes données d'entrée, donc deux arrays, l'input, l'output. Dans l'input, je mets des nombres de 0 à 9 en gros. Étape suivante, alors là on est dans un code, il y a plusieurs façons d'écrire du code SQL et c'est exactement l'objet du TP que de les regarder. Donc là le truc un peu canonique, la façon en théorie la meilleure et qui est un peu la façon historique, c'est de faire ce qu'on appelle des buffers et des accessors parce que ça gère un peu de façon un peu intelligente les échanges de données. Donc là, j'ai fait mes tableaux bruts de C++, mais ensuite je les mets dans un buffer. Donc j'ai un input buffer au-dessus d'input, un output buffer au-dessus d'output. Alors à partir du moment où j'ai créé ça, j'ai plus le droit dans mon code, sous réserve de crash ou d'undefined behavior, j'ai plus le droit d'aller directement faire des choses sur input-output. Je dois tout faire à travers des accesseurs qui vont sur le buffer. Parce que le buffer, en fait, c'est le runtime de SQL qui va intelligemment, selon que je vais aller chercher les données quand je suis sur le device ou quand je suis sur l'autre, qui va dire, ah, faut que je les copie, faut que je synchronise, etc. Il fait le travail pour moi. Potentiellement, ces deux tableaux, là maintenant, ils sont visibles et sur l'autre et sur le device. Donc c'est ici que je vais lui demander que je vais faire un calcul mètre au carré. Alors je prends ma queue, je lui soumets ce qu'on appelle un command group. Pourquoi ça s'appelle comme ça? On s'en fout. Mais le CGH, ça veut dire Command Group Handler. Donc je lui donne une lambda, donc ça pourrait être une fonction, un objet fonction, ce que vous voulez, hein. La façon la plus pratique en général, c'est de créer une lambda au vol. Le et, c'est pour dire que j'ai une référence vers tout ce qui vient de l'extérieur pour pouvoir m'en servir. Et le handler, il est nécessaire, c'est une espèce de contexte pour faire certaines choses. Donc par exemple, au sein de mon command group, je vais d'abord commencer par lui dire quelles données je veux manipuler en créant des accesseurs. Donc j'en fais un sur l'input buffer, j'en fais un sur l'output buffer, et je suis obligé de lui préciser le handler là. Et je peux aussi, c'est pas obligatoire, mais lui préciser que ici je vais faire que lire et là je vais faire que écrire. Si je lui dis rien, il considère c'est read-write. L'intérêt de préciser, c'est qu'il va intelligemment gérer à ma place les copies entre device et autres selon les besoins. Et ensuite, je lui fais tourner mon kernel. Donc là, je lui dis, bon, bah, je veux faire alors le classique, un parallèle fort sur l'ensemble de mon tableau, donc sur la dimension size. Et là, je lui donne le kernel que je veux exécuter. En général, c'est pareil, on met une lambda, on met un égal au lieu d'un et. C'est parce qu'en fait, on veut copier éventuellement des variables autour dans mon command group pour m'en servir à l'intérieur. Je dois les copier parce que tout ce qui précède, ça tourne sur l'autre. Ça, c'est la partie qui tourne sur le GPU, enfin sur le device. Là, je lui donne un argument qui est l'index, c'est-à-dire que chaque élément qui tourne, ça va être un élément du tableau. Et là, bon, bah, à travers mes accessors, bon, là, j'ai mis des noms très longs exprès, hein. Dans la vraie vie, on peut mettre un peu plus court, mais en gros, là, je lui dis, tu prends l'input d'éléments IDX et tu me le mets au carré et tu le stockes dans l'output. Alors, c'est là où je me dis, mais est-ce que j'ai bien poussé la dernière version? Parce que le QWait, je l'ai viré.
Alors, soit vous mettez un Q-Wait, c'est pour être sûr à ce moment-là d'attendre que tout est fini. Là, pourquoi c'est pas nécessaire? Parce que quand maintenant je veux accéder à mes buffers depuis mon programme principal, en général, on va utiliser ce qu'on appelle un host accessor. Donc là, son type, c'est celui-là, hein, SYCL host accessor. Et quand vous mettez dans votre programme un host accessor, lui, il attend que tout ce qui a été envoyé sur le device soit fini avant de commencer à faire la suite. Pour ça que le queue, là, le wait, il n'est pas indispensable. On pourrait s'en passer dans ce cas-là. Et donc mon accesseur, c'est pareil, il accède au buffer, et puis ensuite, bah, je boucle dessus pour afficher mes éléments au carré. Donc je vous laisse essayer de compiler ça et de l'exécuter et de voir que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc là, j'ai toujours pas, en fait, j'ai pas le droit d'attaquer directement input-output. Le seul moment où j'aurai le droit éventuellement, c'est quand les buffers sont détruits. C'est au moment de la destruction des buffers que ça rend la main pour accéder directement à mes tout premiers tableaux au début si j'ai envie. Mais en général, on utilise des host accessors, c'est plus pratique. Donc ça, c'est voilà, le premier exemple. Donc étape 1 du TP, si vous voulez vous prêter à l'exercice, c'est donc d'essayer de compiler ce programme-là pour vérifier que vous arrivez à faire tourner votre premier programme SYCL. Donc je vous invite à essayer, puis si ça coince, vous levez la main et j'essaye de voir ce qui coince. Ok, c'est parti. C'est les constantes que Pierre il a utilisées dans ses propres variantes. Puis après, je vous ai écrit c'est quoi le Grayscott en pseudocode. Après, vous pouvez jouer avec, hein. Ça donne des résultats rigolos, mais si vous voulez un autre kernel, ça marche très bien. Oui, surtout que moi, je ne produis pas une vidéo à la fin du programme, donc de toute façon, vous verrez jamais l'image. Donc le fait que c'est une super image, on s'en fout un peu. Je laisse les spécialistes Vulkan ou Pierre vous sortir de la vidéo. Nous, on fait juste du calcul. Donc ça, c'est le pseudocode qu'on utilise. Donc après, oui, je vous suggérais, donc là, on a fait la première étape, c'est vérifier la SYCL installation avec Square Buffers. Si vous voulez voir, tiens, on va regarder comment on sélectionne des devices. Donc on a vu qu'il y avait SYCL LS qui le fait pour vous, déjà. Enfin, il vous donne la liste. Alors après, si on veut pas utiliser celui par défaut, notamment quand on veut faire des tests, on a envie de pouvoir dire je veux le premier, je veux le deuxième ou je veux le GPU, etc. Donc comment on fait ça? On va aller voir le fichier, enfin le répertoire qui s'appelle list device. Voilà, je mets en plus grand. Alors list device, le voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un petit programme que j'ai fait pour vous analyser votre machine et puis vous sortir un certain nombre d'infos. Donc ça c'est la fonction que je vais faire tourner sur chaque device. On peut regarder le main en premier, c'est peut-être mieux. Donc le main, en fait, je lui dis je veux récupérer la liste des plateformes. Alors les plateformes, c'est plus ou moins les back-ends, on va dire, qui sont installés, grosso modo. Pour chaque plateforme, je peux lui demander les devices qu'il met à disposition, enfin qu'il a trouvé sur votre machine. Puis là, moi, je m'amuse à afficher un rang parce que j'ai envie de savoir c'est laquelle, la numéro 0, 1, 2, 3, etc. C'est pas dans l'esprit SYCL. L'esprit SYCL, c'est de dire je veux un GPU, donne-moi le plus gros, ou je veux un CPU, donne-moi le plus gros, ou donne-moi un FPGA, ou donne-moi un GPU. Si t'en trouves pas, donne-moi un CPU. On peut coder tout ça. Le fait de dire je veux la troisième dans la liste, c'est pas dans l'esprit SYCL. Donc on verra qu'on y arrive, mais on triche un peu, enfin on fait un peu de la bidouille. Mais pour faire du test, c'est plus pratique. Donc mon display. J'ai une petite question du coup par Ouais, rapport à ça. ouais. Quand tu récupères les plateformes, c'est toujours le même ordre ou c'est l'ordre dans lequel il arrive à les détecter et puis ça peut changer ou comment tu fais Oui, parce que le coup de jouer sur les ranks, ça peut être dangereux du Oui, parce coup. que du coup les ranks, c'est comme tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est pas Mhm. forcément Bah écoute, fiable. Et du coup, j'ai pas lu la doc, ah bah, voilà. mais dans la, dans la, Ah bah bravo. dans la pratique, sur ma machine en tout cas,
À chaque fois que je tourne, ça sort dans le même ordre, tout le temps, tout le temps. Ah, bah c'est plutôt pas mal. Donc du coup, il y aurait, genre, il serait par ordre alphabétique ou par ordre de UUID ou. Par ordre décidé par l'implémentation. Si tu fais une implémentation à l'autre après, l'ordre sera pas le même. Voilà. Ah Ah, oui, oui, c'est dépendant. À mon avis, là, Intel, il met en premier ses plateformes à lui, puis éventuellement après les autres. Je pense Et que ce qui se passe, si c'est basé sur OpenCL, mais c'est pas basé sur OpenCL, c'est que tu vas énumérer toutes les livres OpenCL qu'il trouve, et il va les regarder une par une dans leur jeu interroger leur device. Donc c'est vraiment un ordre complètement implémentation dépendant. parce que c'est un peu ça, je rebondis sur ce que je disais avant, c'est pas dans l'esprit du truc. L'esprit du truc, j'ai un code SQL, je veux le tourner n'importe où. Et puis il découvre les machines et il les sélectionne, quoi. Donc il s'attend pas à trouver dans un certain ordre certains trucs, quoi. En général, les critères que tu appliques pour choisir ton device, c'est je veux un truc CUDA, ou je veux un GPU, ou je veux, tu vois. Ah, mais tu peux lui demander ça du coup. Tu peux lui demander tout ça. Ah oui, donc si tu lui demandes le meilleur, il va t'en trouver un Intel forcément parce qu'il faut pas pousser. Mais par Exactement. contre, si tu lui dis bon, quand même, là, s'il te plaît, donne-moi un truc Nvidia parce que je sais que ce que je veux Ouais. faire, enfin, c'est vraiment pour ça. Là, tu peux quand même lui dire, Bah, s'il te c'est plaît, fais un super effort. facile parce Ouais, qu'en fait, c'est tu peux quand faire même. un sélecteur maison. Là, j'ai pas fait de queue, mais quand tu fais une queue, tu peux lui donner un sélecteur et tu peux te Mhm. faire là, tu mets une lambda et là, tu mets ce que tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, tu lui dis, donne-moi le nom de la plateforme et s'il y a CUDA dedans, je prends. Tu vois? Donc si la plateforme s'appelle Ce n'est pas CUDA, ça marche du coup. Ouais. Ah, merveilleux! C'est trop bien. Mais après, tu as plein d'infos, hein, tu vois, enfin là, on le voit pas, mais là, je fais. Après, il y a une info qui va marcher sur 99% des machines dans 99% des cas et c'est bien pratique. C'est que tu as un petit type énuméré qui te dit je suis un GPU discret, je suis un GPU intégré et je suis un CPU. Et donc, du coup, juste avec cette catégorisation, comme en général, tu n'as qu'un seul matériel de ce type dans ton PC donné, bah, tu peux prendre le device à tous les coups. Alors là, notamment dans mon LS. Alors après, on verra après comment, sur un autre programme, comment on fait un sélecteur maison. Mais là, pour voir les infos disponibles utilisables, dans mon LS à moi, qui est un peu plus bavard que celui de SQL LS, je vous mets nom de plateforme, nom du device, le vendeur. Donc c'est là où tu peux dire je veux un truc d'NVIDIA, parce que ça c'est une string en fait. Donc après tu testes. Tu as des méthodes isCPU, isGPU qui utilisent peut-être les codes dont tu parlais, isAccelerator. Et alors là, juste pour la démo, ça, c'est les sélecteurs prédéfinis, hein, c'est underscore V comme les trucs de la standard lib pour dire que c'est un objet qui existe déjà, que tu peux aussi utiliser quand tu fais ta queue. Et donc là, c'est pour voir les notes qu'il donne. Je me suis amusé à demander pour chaque device, le default selector, tu l'appelles dessus et il te dit c'est quoi la note. Et la note du CPU selector, la note du GPU selector et la note de la. Et alors c'est là que tu vois que le GPU selector, il donne une meilleure note à l'integrate GPU tout pourri d'Intel que à celui de Nvidia. Donc je vous invite à essayer de compiler ce code et puis de le faire tourner sur votre machine pour voir un peu le genre d'infos que vous avez. Ouais, donc en fait, c'est très proche des device properties que tu peux récupérer en CUDA, en fait. C'est vraiment. Oh oui, oui, oui. Et je pense, et la liste des infos, moi, tu vois dans le cheat sheet là dont je vous ai envoyé la référence, il y en a plein, Oui, plein, t'en as plein, plein. Oui, hein. t'as quand même le nombre de cœurs, t'as quand même. Ouais, ouais, donc tu peux te faire un Ouais, code derrière, tu peux te faire un code qui dit, bah, si j'ai suffisamment de mémoire, je fais tel ouais. programme, si j'en ai pas assez, j'exécute tel autre, Mm. etc. Tu peux tout imaginer. Oui, donc tu pourrais dire, ouais, je veux au moins tant de cœurs. Si j'ai pas le bon nombre de Voilà. cœurs, je dis, ah mais non, là, t'es en train de m'arnaquer, c'est pas le truc que je veux. Donc là, on est vraiment Ouais, dans l'esprit SQL au sens où ouais. ton truc doit pouvoir tourner n'importe où et il découvre ce qu'il y a Mm. et il s'adapte ou pas selon comment tu as écrit ton code. Et du coup, là, tu peux forcément choisir qu'un seul, ou si tu en trouves plusieurs et que tu es là, bah quand même, moi j'en ai Bah, plusieurs, tu mais peux ça me faire va. autant de. Tu peux en Alors, tourner autant que tu veux à j'ai la pas fois. exploré ça, mais tu peux faire autant de queues que tu veux. Donc, Ah oui, donc tu pourras faire une queue par device, et puis après, et puis leur distribuer des trucs, voilà. Et du etc. coup, tu peux pas leur faire confiance par rapport à la note de l'accélérateur. Donc tu peux pas dire je donne plus de travail à un truc qui a une meilleure note parce que du coup, S'il y a ça un n'a mélange aucun de plusieurs, intérêt. s'il y a un mélange de plusieurs constructeurs et que tu utilises une certaine implémentation, tu peux pas être sûr que l'implémentation elle est sincère, comme on Ah dit ouais, ça maintenant. c'est un petit peu ballot. Parce qu'en plus, oui, parce que là, il donne une note, mais en fait, Et alors, on sait même comment pas est sur quel calculée la note? benchmark, on sait pas sur quel benchmark, on sait pas Oui, oui, pour comment quel est fait cas. la note? J'en ai aucune Donc idée. ouais, en vrai, c'est plutôt à toi de dire bon, ok, je sais que j'ai telle spécificité, donc Mhm. je veux tant de cœur, je veux telle mémoire, tel type de même de connexion, parce que là,
tu fais du PCI Express ou tu peux faire Oui. du SXM quelque chose pour les trucs de Alors, je sais NVIDIA. pas Tu si peux dans les faire. infos, il y a des infos sur le mode de connexion entre l'hôte et le Hmm. device. Faudrait Mais aller éplucher la parce que liste, pour hein. le coup, bah, l'immense majorité, ça va être en PC, en PCI, mais Ouais, du ouais. coup, tu pourrais avoir genre, est-ce que si tu fais tourner SQL sur un HGX par exemple ou un DGX, est-ce qu'il s'en sort ou est-ce En, qu'il pète en, un théo- câble en se disant, en oh la théo- en vache? théorie, c'est prévu, hein. En théorie, ça devrait être possible. Donc C'est en fait fait, pour, hein. ça pourrait être intéressant de faire les tests. Moi, Bon, à chaque fois, on n'a pas le budget pour ça, mais ouais. ça serait bien de faire les tests. Moi, je dis CPU, GPU, FPGA, mais sur leur liste marketing, il y a d'autres trucs, hein. Électronique Quand qui il y a les m'échappe, mais DPU aussi oh, ou des trucs bizarres que je comprends des pas. trucs bizarres. C'est pas très précis ça. Bah, écoute, on peut aller voir SQL Academy. Ah Allez, bah vas-y, va voir si tu allez, je vais l'Academy. voir SQL Academy. What is SQL? On va peut-être trouver là-dedans. Allons essayer la SQL Academy. Donc, Ah mais c'est des slides en fait. oui, c'est des slides, hein. C'est ce que je disais. Ouais. C'est pas rédigé, c'est du slide. Ça permet de faire des cours éventuellement, c'est pratique. Je m'en suis encore jamais servi. Mais Alors, est-ce qu'ils font de la pub pour le matériel supporté? Les implémentations de l'époque où ils ont fait Ouais, ça tu ça. l'avais montré, Ah, moi j'en ai montré un plus moderne. t'en as montré un petit peu aussi J'ai hier. montré celui qui était à jour. Ouais, là je vois pas la liste de toutes les sortes de devices Ouais, il y a potentiellement. Spirv. Non, c'est pas dans celui-là. Ah quel dommage. Alors peut-être dans celui-là. Parallèle, l'intro de l'intro. Ah, c'est gros ou non? Voilà, eux ils ont mis aussi ASIC, iChip, Ah oui. mais j'ai vu d'autres trucs. Mais bon, je vais pas les retrouver, donc je vais pas insister. Les DSP, c'est pas un truc, les DSP, pour faire de la compression, des trucs vidéo, nan. Ça te parle Ah oui, pas? c'est vrai que tu peux avoir des petites chips. Bah oui, le petit chip H264 que tu peux Hein. avoir pour faire de la compression, effectivement. Après, réussir à détourner ce truc pour faire du calcul, faut être motivé, mais c'est moyen de faire des choses rigolotes, effectivement. Bah même, ouais, tu pourrais détourner, je sais pas, ta carte son aussi pour faire du calcul. Enfin, ouais, exactement, ouais, n'importe quel matériel, tu pourrais dire, voilà, ma carte son, je commence à savoir faire du calcul. J'utilise aussi Bah, a priori, SQL, tout enfin, ce je qui sais est pas s'il possible. est limité au marché calcul. Ça peut être aussi un outil pour les gens justement de piloter tout ça Oui, de toute façon, ouais, pour faire du son, de la tu vidéo et peux faire du compagnie. SQL over Vim4, donc à la limite, oui, effectivement, tu peux faire ce que tu veux derrière. Donc, où en étais-je? Donc, on a vu le programme List Device. Du coup, j'enchaîne tout de suite parce que ça va avec. Non, vas-y. Dans Basic Stencil, alors Basic Stencil, c'est un programme qui a deux intérêts pour vous. D'une part, ça montre comment on fait un stencil en SQL, c'est-à-dire qu'on balade un truc avec un indice 2D et puis on regarde les voisins, etc. Ce qui va être un peu nécessaire pour le Grayscott. Et d'autre part, ça montre aussi justement comment on peut s'amuser à sélectionner des devices différents. Donc, c'est très en lien avec ce qui précède, donc on va aller regarder un petit peu le code, si je me gourre pas Il y a 3 heures. d'onglet. Pardon? Hein? Updated 3 hours ago. Yeah. Ah, Il est où? Basic Stencil. Tac, tac. c'est ça le problème d'être sur GitLab, c'est qu'il cafte quand est-ce qu'on a fait la dernière modif, quoi. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit submit de petits calculs de vecteurs. Ah non, de mon stencil. Je l'ai templaté sur un selector pour pouvoir l'essayer avec plusieurs sélecteurs. Donc, on va pas regarder le stencil, on va plutôt regarder les sélecteurs. Et il existe toujours. Donc là, par exemple, voilà, je l'ai essayé avec default selector V. Donc là, ça crée la queue en lui passant lui comme argument. Et ça, on verra quel est le device choisi par défaut. J'ai fait la variante CPU, GPU, accélérateur selector. Et là, je me suis fait en dessous mon petit, c'est ça que je voulais vous montrer, un petit sélecteur maison pour dire je veux le numéro 2 ou je veux le numéro 3. Donc sur ma ligne de commande du programme, je suis censé lui avoir donné un argument pour lui dire je veux le device numéro 0, 1, 2 ou 3 selon combien vous en avez sur votre machine. Ça commence à 0.
Et puis ici, bah, je fais en sorte de sélectionner, en fait, ça c'est mon sélecteur sous forme de lambda. Donc il va être appelé par le programme autant de fois que vous avez de device, et à chaque fois il doit donner une note. Donc moi, en fait, je capture en passant lui, je l'incrémente, ce qui fait que bon, bah, quand mon rank qui sera égal à celui qui a été demandé sur ma ligne de commande, bah, je renverrai true, c'est-à-dire 1, et dans les autres cas, je renvoie 0. Et comme ça, bon, bah, mon sélecteur va faire en sorte de bien prendre le device numéro 2 ou le device numéro 1 ou 0. Bon, mais après, là, vous pouvez mettre un truc très très compliqué qui va être appelé pour chaque device disponible sur votre machine et qui va vous permettre de dire bah, moi je veux sélectionner le device qui a au moins tant de mémoire ou le device ceci ou cela. Mais l'esprit, c'est que vous fournissez une fonction qui est un selector qui va être appliqué sur chaque device et vous devez juste faire en sorte de retourner une valeur qui sera la plus haute pour celui que vous voulez garder. Et du coup, il faut au moins qu'il y en ait un qui te renvoie Alors, true pour que ça se passe bien. Autrement, il est pas ah, content. Ou qu'est-ce qu'il je fait? vous invite à tester, j'ai jamais fait, mais il faut tester. Tu prends ce code, Ah bah tu fais un return ça peut être. 0 ou 10 à chaque fois. Ouais. J'espère que le truc va te répondre. Dire, J'arrive pas à bon là, choisir. franchement, t'exagères. Tu tournes sur quoi? Comment Ils ont tous t'appelles? la même note. Bon, je sais pas. Il y a peut-être juste un truc où il prend le premier dans ce cas-là. Moi, c'est ce que je fais dans mon équivalent d'accueil. Oui, oui, remarque, c'est possible de juste, ouais, tu prends le premier par défaut, s'ils ont Ouais. tous la même note ou si. Ou alors, comme il tourne sur tous obligatoirement, il prend le dernier. Ça dépend. Bah après, ça Enfin, dépend, oui, parce y a- qu'effectivement. Moi, je préférerais qu'ils me disent qu'il y a ambiguïté, mais bon, Oui, c'est ça serait mieux parce chacun qu'effectivement, sa. si tu dis, moi, je veux quelque chose de spécifique et tu dis, il y en a aucun qui satisfait mes conditions Oui, par exemple. et qu'en fait, il te dit, bah, ok, d'accord, tu vas en prendre aucun, je te donne le premier, c'est un peu moche. Ça tout dépend d'un point de vue du système pour savoir que c'était une connerie. Ah oui, La façon dont on ça. implémente l'interface au logiciel, webcam, etc., c'est de dire voilà, dans un truc je dis je préfère ce device-là, Mhm. c'est C'est vrai que ça serait mieux de dire, je préfère ça. Ouais, mais du coup, dire je préfère ce device-là, ça implique de faire des comparaisons. Bah, c'est exactement ce que te fait le sélecteur, là, Oui, mais là, hein. c'est juste, t'as un device et tu dis, ah ouais, je veux celui-là, il est. Oui, mais parce que Mais je détourne un petit peu là, parce c'est. que l'esprit du truc, c'est que tu donnes une note à Ouais, chaque device, il prend ouais, le tu mieux. pourrais faire une espèce de combinaison en nombre de cœurs, Oui. plus la RAM, enfin, un Bah, coefficient, plus machin, à et mon puis du avis, coup, c'est le genre le de score truc le plus c'est élevé. le genre de truc que fait le default selector. Il fait une espèce de combo. Ouais, inventer une fonction score alors qu'on produit pas pareil. Il n'y a pas ouais. d'information. Mm. Ah oui, j'ai installé Et du coup, ton score, c'est forcément un entier. Bah, Comment j'en ça se sais passe? rien parce que j'ai testé ça, ça marche. Et puis en plus, tu vois, la lambda, on donne pas le type de retour. Bah Donc, justement, c'est justement en d'où tout ma cas, quand question. tu tournes SQLLS ou list device, tu vois des nombres entiers, hein. Ok, donc a priori, c'est plutôt un entier qu'il faut faire. Sans doute. L'ennui du C++ moderne, c'est comme tu colles du template partout. Si ça se trouve, tu mets du float et ça passe, hein. Bon, il va peut-être le Bon, caster, ouais, ça mais. serait une drôle d'idée quand même, mais bon. Non, mais c'est bon à savoir. Et puis sinon, donc un petit commentaire, du coup, on enchaîne sur le stencil. Donc là, je crée ma queue. Là, je lui ai donné mon sélecteur que j'ai passé en argument pour tester différentes variantes et j'affiche sur quoi je tourne. Ensuite, je me crée l'input, je l'ai reçu, je l'ai fait à l'extérieur. L'input, je l'ai fait dans le main et je le reçois ici. Par contre, là, je me crée en plus un output, puis ensuite je me fais deux buffers sur l'input et l'output. Vous voyez que là, dans la création des buffers, je lui donne pas une taille unidimensionnelle. Là, c'est justement un des premiers endroits au niveau buffer où je vais faire des ranges de 2 avec une double taille. Pour lui signifier, dès le stade du buffer, mon input-output, j'ai fait des arrays plats. Quand je construis le buffer, je peux déjà lui dire, en fait, c'est du 2D et les dimensions, c'est ça et ça. Et plus bas, en fait, quand je vais faire mon submit, et surtout quand je vais faire mon parallèle for ici, bah, je lui donne non plus une seule taille, mais un range de 2 avec deux tailles. Alors, comme c'est un stencil, alors vous voyez que j'ai fait des buffers, là. Donc je l'ai fait à la façon canonique. Dessus, dans mon command group, je définis mes accesseurs de lecture et d'écriture. Et mon range, là on n'est plus dans SQL, on est dans la notion de stencil. Comme j'applique un pattern 3 par 3, bon bah je tourne sur une taille qui est inférieure de 2 parce que je ne peux pas l'appliquer sur les bords. Comme tout stencil qui prend ses 8 voisins, quand je suis sur le bord, je suis embêté, j'ai pas de voisins.
Donc je diminue ma taille par 2, ce qui fait que je calcule juste mon stencil sur toute l'image moins le bord, quoi. Mais du Alors, coup, c'est l'image de base où tu as rajouté un padding autour ou tu as pris l'image de base et tu as enlevé. moi, pour simplifier, j'ai pris l'image de base, mais dans Ah, toutes les problématiques de stencil, il y a le problème de traitement des bords ouais. avec des politiques diverses et variées. On peut rajouter des zéros autour ou des 1. On peut soit dire bah, j'ignore le bord, il y a 12 000 façons de faire. Là, comme en plus, notre opération de Grayscope, on va la répéter encore et encore. Du coup, j'ai fait un output de la même taille que l'input, où j'ai mis du 1 partout. Et puis en fait, je calcule, à chaque fois, je calcule sur tout sauf le bord. Fait que le bord restera à 1 jusqu'à la fin des Bah, temps, le mais bord est en lecture seule, quoi. Ouais, c'est ça. voilà. Donc C'est c'est très bien. c'est cette stratégie-là qui est Hmm. la plus simple que j'ai appliquée. Ah bah sur Après, GPU, c'est le mieux de toute façon. Il voilà. faut Après, vraiment il y que a tous des gens les qui carrés soient rajoutent un pareils. bord pour faire le stencil. Il y a des gens qui rajoutent un bord à valeur constante. Il y a des gens qui doublent la valeur du bord, qui la recopient au-dessus. Moi, j'ai rajouté un bord, ouais, effectivement, à Mais tu valeur sais, mais constante. même quand tu rajoutes un bord, tu peux mettre une valeur constante, mais tu peux aussi faire un miroir de la valeur des pixels juste en dessous Hmm. pour essayer d'être fidèle à pas trop transformer ton image. Oui, Enfin, ou tu peux faire un miroir des valeurs des pixels qui sont de l'autre côté pour faire pour que genre ça que ça, boucle. ça boucle. Voilà. Enfin, il y a Ah oui, 12 000 genre t'es façons de sur un faire. tore, ça, ouais, Là, tout à fait. l'option, c'est je travaille sur la taille -2 et Hmm. je traite pas le bord, en fait. Et alors, vous voyez que là, je donc un parallèle fort sur ce range qui va me permettre de récupérer pour chacun des items, bah, je récupère un numéro d'item qui lui-même est en 2 dimensions, dont là, je peux m'amuser à récupérer. Donc, alors, pourquoi? J'ai pas tout testé, mais a priori, l'item, faut en faire un ID et après, avec les crochets, je peux récupérer mon numéro de ligne et mon numéro de colonne. Ensuite, je fais là, je boucle sur mon pattern 3 par 3. Et puis je fais mon calcul, ça c'est le calcul de stencil générique, quoi. Et le pattern, j'ai choisi le pattern préféré de Pierre pour Ah, son merci, image. je suis touché. Mais- Donc ça c'est un exemple. Vous avez cet exemple de stencil et vous avez enfin un exemple pour vous montrer comment ça marche et puis comment on fait on déclenche le cycle. Mais sinon, pour vous gagner du temps aussi, je vous ai donc mis une implémentation du Grayscott séquentiel. Donc, c'est dans le répertoire Grayscott, SRC. Ah, là, ça, c'est mon écran qui, des fois. C'est ton écran qui défaut, ok. Et puis, donc là, dans ce fichier-là, vous avez une implémentation séquentielle complète du programme de Pierre, du Grayscott, avec ses arguments. Alors, je passe en argument combien je veux de lignes sur mon image, combien je veux de colonnes, le nombre d'images que je vais stocker, le nombre d'itérations de fois que j'itère entre chaque image à stocker. Donc, si vous voulez faire un test de votre programme qui est très I/O, vous chargez la taille d'image. Si vous voulez un truc qui est très calc compute, vous chargez le nombre d'itérations et puis vous pouvez jouer sur les deux pour voir qu'est-ce qui pèse comment sur les calculs. Et puis ensuite, bah, pour pouvoir répéter autant de fois qu'on veut, moi, le choix d'implémentation que j'ai fait, c'est que j'ai deux collections. J'ai un U1, un V1, un U2, un V2. Et puis à chaque itération, en fait, je vais prendre ça en input, mettre le résultat dans U2, puis après je swap et je recommence à l'infini. Je crois qu'on a tous fait comme ça, pour le coup. Ouais, je crois qu'il n'y a pas 36 choix pour faire les C'est... choses. Bah, Ah après, oui, tu peux alors, faire une copie, mais ça coûte très cher, quoi. Donc, un truc qui n'était pas spécifié dans l'énoncé de Pierre, et puis j'ai pas eu le courage d'aller explorer son code, c'est combien je mets de V au milieu de mon U au départ. Donc bah, c'est... moi Moi, j'ai fait une fonction drop qui fait un truc du genre 4 x 6 en plein milieu de l'image, quelle que soit la tâche de l'image, un truc comme ça. Je sais Alors plus. moi, j'ai fait l'inverse, en fait. C'est si U est à 1, bah V est à 0, quoi. Parce que du coup, la concentration, s'il y a que du U, bah, il peut pas y avoir de V, quoi, en fait. Voilà, si vous regardez drop, mais là vous pouvez faire autre chose. Ouais, voilà. J'ai fait un truc genre de 4 de large, de 4 lignes et 6 colonnes où je remplace, je mets une certaine value et où donc j'appelle drop pour dire bah au milieu, je mets du V Ouais. au milieu de mon U. Bon, ça vous en foutez, vous pourrez utiliser tel quel, hein. Enfin, du coup, si tu mets du V, ça veut dire que la matrice de U, faut que tu t'enlèves la concentration, quoi. Bah, je mets alors, en fait, tu vois, je mets du 0 dans U Ouais, c'est ça, ouais. et je mets du 1 dans Ouais, V, c'est ça, ouais. au milieu. Exactement. Ouais. Je mets ma goutte de V. Pof. Ouais. Je sais pas, tu regardes comment. C'est dommage que t'aies pas de vidéo. Après, bon, bah, double boucle, hein, nombre d'images, nombre d'itérations. D'habitude, c'est ma machine. Ah, c'est décalé, marrant. Nombre d'images, nombre d'itérations.
Process, c'est donc une étape de calcul du Greystock. Après, j'échange mes U1, V1. Et puis, alors ça, c'est juste moi, j'aime bien quand je fais du benchmark et que je calcule la même chose sur plein de devices ou plein de machines, j'aime bien calculer un espèce de nombre magique qui permet de regarder si j'ai calculé pareil. Vous verrez que c'est pas le cas souvent, hein. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je calcule? Alors là, j'ai fait un inner product. Il est où? Je l'ai perdu. Il est au milieu. Voilà, je fais un inner product entre U et V. Donc je multiplie, je fais un produit d'Adamar, Ah, merci. puis une réduction. Ah, merci. Ça me donne un C'est chiffre. c'est complètement raccord avec l'école quand même, hein. Ça me donne un chiffre qui permet de savoir, quand je calcule 12 000 façons, est-ce que j'ai calculé la même chose? David, il y a un problème quand on tourne sur Docker, il faut modifier le makefile. Ouais. Parce que ça demande d'utiliser CUDA qui n'est pas dans le. Oui, bah ça je l'ai dit au moins 2 fois. J'ai dit au moins 2 fois que les CMake files qui sont dans les sous-répertoires SRC, voilà, je les ai faits pour pouvoir tourner CUDA sur ma machine en fait. Donc faut aller virer le -f-cycle qui dit faites du CUDA si vous n'avez pas de CUDA. Pardon? Le Basic Stencil, c'est une démonstration. Non, c'est pas celui-là. C'est une démonstration de stencil et aussi de comment on choisit les sélecteurs, comment on peut jouer avec les sélecteurs. Donc Basic Stencil, démonstration de stencil et sélecteur. Là, vous avez dans Grayscott, vous avez une implémentation de Grayscott. Et il est censé donner le Laplacien. oui, plus ou moins. Et donc l'exercice que normalement on fait dans le premier quart d'heure, mais on va essayer de le faire avant 6 heures. L'exercice, c'est de partir de l'implémentation de Grayscott, ou de la vôtre si vous préférez, mais je vous en file une. Regardez les codes SQL dans Square Buffers ou etc. Et puis mixer les deux, et puis essayer de faire tourner ce code-là sur SQL. Et ChatGPT, c'est le code que Alors ChatGPT, j'ai dit, c'est la fin du TP pour ceux qui auraient tout fait, mais il y a d'autres étapes en fait à la fin qui s'ennuient. J'ai demandé à ChatGPT, écris-moi Grayscott en SQL. J'ai pas essayé. C'est un exercice que je vous confie. Essayez de compiler ce qu'a répondu ChatGPT. C'est pas si vilain. Vous regarderez, hein, par curiosité. Je lui ai aussi demandé pour Cocos et Alpaca, tant qu'à faire. Un jour, j'irai essayer. Mais il m'a produit un truc mais bon, je l'ai fait il y a longtemps, ça m'a pas choqué. Si je le regarde aujourd'hui, je sais pas, mais il m'a produit un truc, ouais. J'ai dû insister un peu, parce qu'au début, il m'a produit un truc sans le Laplacien. Après, je lui ai dit, oh, s'il te plaît, mets-moi le Laplacien aussi. Donc, il m'en a mis un. D'ailleurs, il a mis celui que toi, tu préfères, pas celui de Pierre. C'est ce qui est correct. Bah voilà. Mais ouais, mais il donne pas des résultats rigolos. Voilà. De toute façon, le ChatGPT n'a aucun humour. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc, instruction, essayez de faire un Grayscott en SQL avec des buffer accessors. Donc vous avez l'idée des buffers accessors qui est montrée notamment dans Basic Stencil où on voit aussi la manipulation du 2D, comment on peut faire. C'est rude, hein, quand on ne pas les arguments, c'est aborder. Et mais je vous la donne pas tout de suite, j'aurai une solution à vous donner. Cela dit, bon, je vous donne qu'un quart d'heure pour ça, c'est sûrement un peu court, mais parce que je veux vous montrer quand même un peu après, avant qu'on soit à 6 heures, les autres façons d'échanger les données en SQL. Parce qu'en SQL 2020, ils ont ajouté, sous la pression d'Intel, la pression amicale d'Intel, ils ont ajouté d'autres façons de déclarer, de construire les données et de les échanger, qui sont un peu plus faciles en apparence, avec des pointeurs et des trucs comme ça. Parce que il y a des gens est obligés de faire des buffers et des accessors, ça les énerve. Mais ça a plein de vertus, hein, parce que les buffers accessors, du coup, ça gère aussi à quel moment faut copier où, etc. Et ça le fait de façon assez intelligente. On verra que si on essaye de le faire soi-même, etc., on n'arrive pas à battre en fait ce que l'implem fait avec les buffers accessors, hein. Enfin, quand on fait soi-même pendant quelques heures, quoi. Si on le fait une semaine, j'espère qu'on arrive à le battre, mais c'est pas si facile de faire mieux. Donc je vous laisse essayer déjà un peu d'équiper ce code-là. Et puis après, on regardera un peu les autres modèles d'échange de données. Donc, notamment, j'avais envie de comparer le cœur Intel, voir sa puce graphique intégrée avec la carte Nvidia que j'avais, juste pour voir. Bon, moi, quand je compare, j'aime bien savoir, je compare des trucs qui coûtent combien, parce que si je compare, évidemment,
un pauvre CPU avec une carte à 10 000 euros. Oui, la carte à 10 000 euros tourne plus vite, d'accord. Mais c'est une info qui me paraît intéressante. Donc mon cœur i7, gna gna, le prix conseillé par Intel, c'est 450 $. Et sa conso, pour ceux qui s'intéressent plus à la conso, au coût planète et puis long terme, c'est 45 watts selon le PDT. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Thermal enveloppe. C'est quelle est l'énergie que ici, en moyenne, la puce en régime régulier. En tout cas, c'est ce que c'est censé vous pouvoir dire. Parce qu'en pratique, les fabricants se livrent à une guerre constante pour déclarer la plus faible valeur de thermal Mhm. power et derrière consommer. Voilà, donc c'est juste pour donner un ordre d'idée, hein. On sait qu'ils trichent. Attends, mais Mais de ça veut toute dire, façon, ils trichent tous, hein, t'es en train de dire que t'es à 45 watts quand tu fais rien? Non, non, c'est quand ils tournent. Ah oui, c'est quand il tourne quand même. La puissance maximale qui est censée consommer en régime faible. Ah d'accord. Donc en fait, par la moitié en gros, Mais ouais, avec l'overclock ou pas? Ouais, c'était ma question. Ouais. Alors, ce qui complique vachement la comparaison, parce qu'on pourrait dire, ah, je veux comparer mon CPU, mon GPU, et puis ma carte Nvidia. pas une puissance électrique. Tu mets un wattmètre au plus de ton PC. Oui, 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 oui. Alors, mais la complication, au début, je m'étais dit, je veux comparer CPU, la carte graphique intégrée, GPU externe. L'ennui, c'est que la carte graphique intégrée, bah, j'ai pas ni son prix ni sa conso parce que c'est intégré avec le premier. C'est pas parce que tu l'as volé. Ça fait, bah, elle fait partie des 450 $ et des 45 watts. Alors, quelle part elle prend dans tout ça? Donc, on va dire que le match, c'est plutôt le CPU et son ami Integrated GPU contre Nvidia. Il faudrait plutôt raisonner comme ça. Alors, Nvidia, la carte T2000 qu'il y a sur ma machine, on ne peut plus l'acheter nulle part, donc impossible de trouver un prix, ou parce que je connais pas les bons sites, mais j'ai fait du search intensif. Donc, j'ai fini par demander à ChatGPT. Il m'a dit, bon, à l'époque, ça valait 800 $, 1000 $ à peu près. Ne me demandez pas sa source, il sait pas. Je sais pas d'où il sort ce chiffre, mais bon. J'ai pas trouvé mieux. Si quelqu'un sait ce que vaut cette carte qui ne se vend plus, voilà. Peut-être dans tes mails, tu peux retrouver le devis qu'on avait fait à l'époque sur la machine. Moi, je suis sûr que je l'ai. Ouais, mais Ah je oui, sais le pas coup de s'il y devis, avait le c'est pas mal. détail avec le prix Il y a le spécifique. détail des composants chez Bell. Enfin, plus précisément, tu sais c'est quoi le delta par rapport à ton prix de base. Alors, attends, Voilà, mais du coup, il te faut les deux pour comparer le tarif si on t'a ou pas la carte, quoi. Je suis pas sûr de trouver ça dans mes mails. Bon, enfin bon, moi je me suis dit l'ordre de grandeur, c'est que ça vaut 2 fois le CPU, c'est pas mal pour une carte Nvidia. Et grosso modo, la conso, c'est dans les grandes lignes, c'est la même en fait. 45 watts, c'est le 40 watts annoncé contre 45 l'autre. Alors le soft utilisé dans ce comparatif, bah, c'est l'image dont je donne l'adresse ici, mais en gros, c'est donc celle que je vous ai proposée. C'est celle de OneAPI, plus CUDA, plus le plugin CodePlay. Les implémentations, donc vous verrez que dans ce projet, il y a les 3 solutions à ce que je proposais dans le tuto, c'est-à-dire qu'il y a un malloc shared, il y a un malloc device, et puis il y a une version buffers accessors. Et donc ça donne quoi? Alors j'ai pas fait autant d'images que Pierre parce que c'était trop long. Ah oui, mais aussi, comme mes images, je les stocke pas dans un fichier, mais je les mets dans mon vecteur de vecteurs. Au-delà de 5000, bah, j'explose ma mémoire. Donc je me suis arrêté à 5 images avec 1000 itérations entre chaque image. Donc ça, c'est censé être le scénario compute, qui fait pas trop d'IO et beaucoup de calculs. Là, c'est mon nombre magique qu'on voit là, celui que je calcule à la fin. Donc on voit qu'il n'y en a pas un qui calcule la même chose. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'integrated GPU, il calcule toujours le même nombre que j'ai calculé, que j'ai implémenté avec des buffers accessors ou des shared ou des devices, ce qui paraît assez logique, hein. La carte Nvidia, elle a un nombre proche, toujours le même aussi, quelle que soit la façon dont on échange les IO, ce qui est assez logique. Alors là, la curiosité que je soumets aux experts, c'est que le CPU, quand je suis en buffers accessors, il calcule pas la même chose que quand je suis en malloc shared ou en malloc device. Ha ha ha. Ouais, ouais, il y a des flottes, mais après. C'est- Le Vatican, combien de divisions? Une erreur, combien d'exploits de machine? Bon, c'est du float sur le Core i7, machin bidule, mais pourquoi ça serait différent en buffer accessors ou en malloc Bah, shared? il doit pas découper la mémoire pareil, il doit faire des réductions sur des blocs et puis après, parce que tu fais un reduce là en fait à un moment.
Et du coup, si tu fais, c'est ce qu'a À mon dit Vincent Reduce, hier, ton reduce, si tu le découpes en petits morceaux et que tu réduis plein de petits morceaux et que tu mais les le sommes entre eux, Reduce, ça va le faire. Et... je le fais toujours avec le même programme. Dans mon main, c'est juste je fais un std accumulate sur mon vector à la fin de mon programme. Qu'est-ce qu'on s'en fout des Bah, buffers, des shared et des l'accumulate est devices? censé être dans l'ordre. Mais après, l'implémentation du cycle, est-ce qu'il... Moi, le calcul du nombre magique, c'est sur l'image finale. Ouais. Mais s'il n'est pas le même, c'est-à-dire que l'image finale n'est pas la même, en fait. Bah, ça dépend si t'as pas si t'as sommé dans le même ordre, ça veut dire que c'est pas la même potentiellement, mais si c'est sommé dans un ordre différent, c'est pas forcément qu'elle est différente. Ouais, mais du coup, pourquoi? Tu vois, shared et device, par exemple, c'est nickel chrome, la même chose. Hmm. Il n'y a que buffers qui changent. Et puis, tu vois que sur les GPU, c'est la même chose, quel que soit le mode d'échange d'IO, Oui, c'est le bah même après, résultat final, hein. Donc, moi, je vois une dissymétrie, là, ça m'attire l'œil tout de suite. ouais, bah, le CPU a tort. Le- Donc, le CPU, a fait un truc étrange. Bon, C'est pourquoi? déjà qui choisit le chipset intégré tout pourri au profit d'un autre truc. Bah, voilà, Donc, ça, c'était le commentaire sur qu'est-ce que ça calcule. oui, c'est un peu Oui. embêtant. Ouais. La prochaine niveau, tu sais pas ce qui se passe, Bon, effectivement. visiblement, l'implémentation Intel fait des trucs différents selon le mode de buffers accessors ou l'autre, mais avec son CPU, quoi. Il y a de la triche dans l'implémentation. Alors, les temps d'exécution, bah, finalement, c'est pas si choquant. Donc, quel que soit le modèle d'IO, enfin, il y a des petites nuances. Mais on voit que le CPU, c'est 7 secondes et demie à chaque fois, en gros. C'est le buffers qui gagne, là, hein, si on regarde les chiffres après la virgule. Le shared ou le device que j'ai implémenté, je fais pas mieux. Faut dire que lui, donc le CPU, là, il a 8 cœurs, je crois. Donc, si, en plus, il doit être multithreadé. Donc, en gros, il y a 16 unités qui tournent, hein. Donc, ça marche mieux que l'integrated GPU, hein. Le multithreading du CPU est beaucoup plus efficace que l'integrated GPU, qui a été fait pour gérer un écran, hein, faut bien dire. Donc, Oui, mais du coup, tu es en train de dire qu'il est encore plus pourri que prévu, quoi, ton ah intégrateur oui, 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 CPU, oui, oui, oui. Ah oui, ton GPU là. l'integrated C'est GPU, là, vraiment. il bosse moins bien que. Oui, mais enfin, ton CPU, normalement, il te sert aussi à faire autre chose, j'en sais rien, mais Oui. bon, bref. Bref, oui, ce calcul-là, si tu as un serveur avec des puces Intel, vaut mieux faire tourner sur le Mais sur le CPU CPU, qu'aller chercher l'integrated GPU, hein. Dernière chose, il y a quelques années, quand j'avais regardé les specs, les CPU étaient à quelques teraflops de compute à l'époque, les CPU existaient. Le chipset Intel moyen était à une centaine de gigaflops. Mhm. ah oui, c'est vrai que ça fait, ouais, ça fait pas mal en différence, ouais. Donc on Ouais. constate, hein, voilà, le CPU marche mieux. Par contre, ouf, quand même, le GPU externe, lui, il est quand même plus balèze. Je divise par 4-5 le truc. Donc il me coûte 2 fois plus cher, il consomme pareil, mais il va 3 fois plus vite. Allez, à la louche. Alors il y a des trucs que moi je sais pas expliquer, donc je les ai mis pour info. Vous demanderez à Adrien pourquoi, T'as ou à combien de Pierre. mémoire sur ton GPU là? 32. Ah, sur le GPU, je Ouais. sais pas. Parce que ça, c'est important, parce que là, t'as dit Je sais pas. On peut tu. chercher en direct une Quadro 10 000 QDesign. Ça Il y avait contient 8 heures, Ouais, mais en termes de mémoire, 8 cœurs, c'est le CPU. Mais là, 1000, à 1000. 1000 cœurs. 1024. Ouais, 1024. Oui, parce que c'est des petites cartes, ça commence à dater Alors, un petit peu. mémoire, c'est quelque part là-dedans, là. Bah, 4 j'espère. gigas. Ah oui, 4 gigas, c'est pas beaucoup, effectivement. Ah bah, c'est un truc de portable. C'est pas un portable de guerre, hein, donc 4 gigas. Ouais, donc du coup, si tu veux calculer beaucoup de choses, bah, il faut potentiellement que tu aies des transferts. Ah oui, oui. Et Donc voilà, puis, on a effectivement, compris que ça nous, se chiffre vite, quoi. on s'est aussi focalisé sur les échanges de données, comment les gérer, parce que c'est un peu le nerf de la Mm. guerre souvent, hein. Mais après, ton calcul, là, il est tout petit, donc normalement, ça devrait fitter Oui, oui. par Oh, rapport à ton output, je pense ça que ça. devrait tenir sur ton GPU, donc tu devrais pas avoir beaucoup de transferts. Enfin, sauf suivant comment il se débrouille après dans ses queues, Voilà. s'il stack les choses, ou si tu lui dis juste à la toute fin, récupère-moi toutes les données, ou de le faire au fur et à mesure. Donc ça, je sais pas Alors comment tu sinon, peux le j'ai faire, mais... noté, parce que là, je vous ai juste mis les real time, hein, mais j'ai noté par ailleurs, parce que time, il me donne les trois, que le user time, évidemment, pour le CPU, il est vachement plus balèze parce qu'il cumule tous les cœurs, donc là, hein, normal, puisque tout va bien. Pour l'integrity GPU, c'est le genre de truc que moi, je ne sais pas expliquer. En gros, le real time, c'est moitié-moitié système et moitié-moitié user time. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je ne sais pas. Et pour le device GPU, il est assez proche du real time et il y a un petit peu de système.
plutôt ça le scénario. Mhm. Donc si vous voulez comprendre pourquoi, moi, ça m'intéresse, on ira embêter Adrien. Ouais, faut qu'on discute tout à l'heure. Système, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses dans le kernel. Driver, Mm. Donc pour l'intégrité de GPU, visiblement, il se passe plein de trucs dans le kernel. Ouais. Pour faire en plus pour faire de la perte pourrie à la fin, Ouais, hein. bon, c'est ça, ouais. C'est ça, le driver fait plein de trucs et du coup, t'as plus le temps de faire du calcul et en fait, c'est pour Alors toi. sinon, j'ai essayé de vous faire un scénario IO. Donc là, j'ai fait 500 images et à chaque fois, je fais une pauvre itération. Donc normalement, il calcule pas grand-chose et il fait beaucoup d'échanges de données dans tous les sens. Alors normalement, surtout sur la version GPU externe, parce que normalement sur CPU, GPU, il n'y a qu'une seule mémoire, pour autant que je comprenne le hardware. Mais c'est pas si simple. Donc là, alors j'ai que 500 fois 1 parce que voilà, sinon j'explose ma mémoire locale. Donc là, les chiffres, bah, même chose qu'avant. On voit que les GPU, ils sont cohérents, quel que soit le mode d'échange de données, ils sortent tout le temps le même chiffre. Et le CPU, il est bizarre, il a un chiffre différent quand il est en buffers. OK. Et les temps, bon, bah évidemment, là, c'est surtout de l'IO, donc finalement, ça se resserre beaucoup plus. Et on voit que la carte GPU notamment, donc là, si on lui fait faire que de l'IO, bah, elle va pas plus vite que le CPU. Et l'intégrité GPU, lui, il est toujours aux fraises. Et à nouveau, on voit que... Alors là, le buffers, il est un peu plus lent au niveau de la carte GPU. Et sinon, on a là c'est le device. On voit que je gère mal mon device en CPU. Donc, je fais un temps très, très mauvais par rapport au truc automatique. Et puis l'IGPU, lui, il aime bien le shared. Ok. Bon, alors ça, c'est dans un scénario où on est surtout dominé par les IO, Ouais, du coup, tu vas sous-utiliser ton GPU, donc c'est normal qui soit moins bien. qu'il soit moins bon parce qu'en fait, là, si tu profiles ton GPU, il va te dire, ouais, en Mm. fait, je suis utilisé à 10% En et fait, là, désolé. ce que j'espérais et que j'ai pas réussi, c'est que j'espérais au niveau de la carte Nvidia voir des grosses différences entre le buffers accessors ou le shared ou le device que je gère moi-même. Et bon, bah, Bah, t'es on voit coincé que par les là, IO, t'es coincé par les IO, quoi. Si tu peux pas l'aider, bah, mm. Et après, voilà, l'overlap IO plus computing, ça pour le moment, j'y suis pas encore. Donc vous pouvez vous amuser si certains d'entre vous ont donc un CPU AMD et qu'ils ont réussi à installer OneAPI, que ça marche et tout, ça m'intéresse bien que vous fassiez le CMake All de ce projet, le Make All et le Run All, et que vous m'envoyiez la sortie et les caractéristiques de votre puce AMD. J'aimerais bien voir sur AMD qu'est-ce qui se passe avec ce genre de test. Alors le Run All, là, faut quand même aller éditer à la main. Soit on veut du 500 x 1, ou la variante, ça c'est la variante IO, ou l'autre variante qui est 5 x 1000. Ça me permettrait de faire un petit tableau pour une puce AMD pour voir si ça se comporte pareil. Ça m'intéresse. Et c'est fini. on est en avance en plus. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Ouais. Non, bah je vous laisse tester alors. Normalement, t'es censé attendre un petit peu quand t'as des Ah questions. bon? T'es pas censé dire, Ah vous avez bon? des questions? Non, c'est bon, je me casse. Quand même. Ah non, normalement, le maître du temps a une question pour le cas où il n'y a pas de questions dans la Mais salle. je t'ai posé 50 000 C'est vrai, questions c'est vrai. il y a un moment, voilà. Très bien, très bien. Non, je regarde si je vous ai bien tout dit de ce qu'il y avait de. C'est quoi alors, le numéro du device? Moi j'ai mis 2 parce que je savais pas quoi mettre. Bah, en fait, si tu fais SQLLS, par exemple, tu vois dans quel ordre il Ah bah arrive, c'est parfait. et ça sera le bon numéro, quoi. Le pro... On vient de finir. Alors j'ai mis 2, je veux le troisième. Ouais, On va commencer par ça. exactement. Mais normalement, quand tu tournes, enfin, dans les programmes que moi je vous ai fournis, il y a toujours un truc au début qui affiche le nom du device et qui te permet de contrôler lequel tu as utilisé, hein. Ah oui, ouais, c'est sûr. Donc au moins, tu peux vérifier tu peux vérifier que tu as bien utilisé celui que tu croyais. Ah oui, alors pour ceux qui voudraient essayer aussi mon script de Renault, Makeall, etc., dans le script, par défaut, ça travaille sur 1, 2, 3, parce que sur ma machine, j'en avais 4, et que le 0, c'est tout le temps l'émulation d'FPGA dont je veux pas. Mais il faut peut-être adapter un petit peu le script à votre bécane à vous pour utiliser le bon device.